Je m'appelle Chloé Lefebvre, et j'ai 25 ans. Le mois dernier, lors d'un dîner de famille, mon frère aîné s'est moqué de moi, son rire empreint de mépris. Inutile. Tu ne peux même pas t'offrir un morceau de pain. Toute la table est devenue silencieuse. Mes parents n'ont pas dit un mot, leurs yeux évitant les miens. J'ai senti la piqûre de ces mots, portant le poids d'années de mépris. Mais je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, me suis levée et je suis partie. Son sourire narquois m'a brûlé l'esprit, mais je savais quelque chose qu'il ignorait. Ces mots étaient le coup de pouce final. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec ses appels, des messages vocaux désespérés et suppliants s'accumulant. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un seul message, plus de pain. C'était tout. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle. Qu'est-ce qui a mené à ce dîner? Et pourquoi me suppliait-il après? Ma famille pensait qu'elle pourrait m'utiliser pour toujours, mais j'avais d'autres projets. Restez pour voir comment j'ai inversé la situation. Avez-vous déjà été rabaissé par votre propre famille ou vos proches, pour qu'ils reviennent ensuite vous supplier? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'ai grandi à Toulouse, dans une maison de 3 chambres située dans une rue calme, le genre où les voisins se saluent et les enfants font du vélo jusqu'à la tombée de la nuit. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle famille de classe moyenne, stable, confortable, rien de tape à accent grave-l'œil. Mais à l'intérieur, les choses étaient différentes. Mon père, responsable d'entrepôt, a perdu son emploi quand j'avais 15 ans. L'entreprise a réduit ses effectifs, et il est rentré un jour avec un carton de ses affaires, le visage tendu de colère. Ma mère, qui travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats, a commencé à faire des heures supplémentaires, mais ce n'était pas suffisant. Les factures s'accumulaient et le réfrigérateur était souvent à moitié vide. Je voyais le stress dans leurs yeux, la façon dont ils chuchotaient à propos de l'argent quand ils pensaient que je n'écoutais pas. À 17 ans, je travaillais après l'école comme assistante support informatique dans une petite entreprise technologique du centre-ville. Je réparais des imprimantes, réinitialisais des mots de passe et dépannais des logiciels pour 10 € de l'heure. À chaque paie, j'en remettais la moitié à papa et maman pour les aider avec les courses ou la facture d'électricité. Ils me remerciaient, mais cela ressemblait toujours à une attente, pas à un choix. Pendant ce temps, mon frère aîné était leur enfant prodige. Il avait toujours été celui sur qui ils avaient placé leurs espoirs, charismatique, confiant, le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Ils ont versé chaque euro disponible dans sa grande idée, une start-up vendant des applications de fitness. Ils appelaient cela son ticket pour le succès, payaient son espace de bureau, et lui avaient même acheté une voiture d'occasion pour se rendre aux réunions d'investisseurs. Moi, je voulais aussi travailler dans la tech. Pas seulement réparer des ordinateurs, mais construire des logiciels, créer quelque chose de réel. Je passais des nuits à regarder des tutoriels de code sur un vieil ordinateur portable, rêvant de devenir programmeuse. Mais chaque fois que j'en parlais, papa se moquait. La tech, ce n'est pas pour les filles comme toi, disait-il en secouant la tête. Tiens-toi à quelque chose de pratique. Maman était pire. Elle me comparait à mon frère, sa voix acérée. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui? Il va faire de grandes choses. Ça me piquait, mais je l'avalais. Je gardais la tête baissée, faisais mes quarts de travail et envoyais de l'argent à la maison, même si cela signifiait sauter des repas pour économiser quelques euros. Leur favoritisme n'était pas subtil. Au dîner, il se vantait de sa dernière présentation aux investisseurs, de sa destinée à la grandeur. Je restais là, à picorer ma nourriture, tandis qu'ils ignoraient mes excellentes notes, ou le fait que j'avais appris le Python seul. Une fois, j'ai essayé de montrer à maman une petite application que j'avais construite, un suivi budgétaire pour notre famille. Elle y a jeté un coup d'œil, a haussé les épaules et a dit, « C'est bien, mais l'application de ton frère va changer des vies. » Je me sentais invisible. Il rentrait à la maison avec des histoires de réunions dans des cafés branchés pendant que j'étais coincée à déboguer du code pour des clients qui me remarquaient à peine. Pourtant, je continuais à envoyer de l'argent, 200 € ici, 300 là, parce qu'il disait que nous étions une équipe, une famille. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il me faisait sentir que mes rêves n'avaient pas d'importance.
Papa a ri un jour quand j'ai mentionné postuler à un programme de technologie à l'université. Toi, codeuse, dit-il comme si c'était une blague. Mon frère renchérissait, un sourire en coin, contente-toi de répondre au téléphone, ma sœur. Je me mordais la langue, mais chaque pic construisait une colère silencieuse en moi. J'ai commencé à suivre chaque euro que je leur donnais dans une application sur mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi. Au début, juste une intuition que j'en aurais besoin un jour. Au cours de ma dernière année de lycée, leur favoritisme était impossible à ignorer. Après des années de mépris de ma famille, j'ai cessé de chercher leur approbation. J'ai tout mis en œuvre pour construire une vie qu'ils ne pourraient pas atteindre. Pendant ma dernière année de lycée, j'ai décroché un emploi à temps partiel dans une petite start-up technologique à Toulouse, gérant le support informatique de base. C'était un travail ingrat, réinitialiser des mots de passe, démêler des bourrages d'imprimantes, mais ça payait et j'avais soif de plus. Pendant que mes parents dormaient et que mon frère courait après les investisseurs, je restais éveillé tard pour apprendre à coder. Les cours en ligne gratuits étaient mon évasion. Sur un vieil ordinateur portable grinçant, j'ai appris le Python, le JavaScript et le SQL, construisant de petites applications comme un suivi de tâches pour mon emploi du temps ou un calculateur de budget. Chaque ligne de code était une brique dans le mur entre moi et leurs attentes. La start-up a vu ma motivation. Ils m'ont fait passer du support informatique à l'assistance au développement back-end. J'ai passé des heures à déboguer des scripts, à écrire des requêtes de base de données et à apprendre des développeurs seniors qui me donnaient des conseils. Tout en suivant des cours universitaires en informatique, j'ai décroché des petits boulots de freelance, construisant des sites web pour des cafés locaux ou concevant des outils simples pour de petites entreprises. Chaque paie allait sur un compte d'épargne secret. J'avais appris à garder mes réussites cachées. Si je mentionnais mon travail à maman, elle soupirait et disait « L'entreprise de ton frère sera plus grande que ça ». Papa grommelait que mon passe-temps informatique était une perte de temps. Alors, je restais silencieuse. Je portais des vêtements de friperie, vivais dans un petit appartement partagé et mangeais des repas bon marché pour garder mon argent à l'abri de leurs demandes incessantes. Au moment où j'approchais de la fin de mes études, ma persévérance a porté ses fruits. La start-up m'a offert un poste de programmeuse à temps plein avec un salaire de 60 000 € par an. C'était comme une bouée de sauvetage, une chance de me tenir debout seule. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils pensaient toujours que je m'en sortais à peine, leur remettant des morceaux de mes gains chaque fois qu'ils appelaient. Je leur avais donné des milliers d'euros au fil des ans, 5 000 pour l'hypothèque, 2 000 pour les réparations de leur voiture, 400 pour des factures de services publics aléatoires. Je suivais chaque centime dans une application de budget que j'avais construite moi-même, non pas parce que je le voulais, mais parce que quelque chose me disait que j'aurais besoin de preuves un jour. Là, où un mantra familial ressemblait plus à une laisse qu'à un lien. Pendant que je construisais ma vie discrètement, le monde de mon frère n'était que faste et sans substance. Ses réseaux sociaux étaient un défilé de mensonges, des photos de lui appuyé contre une nouvelle voiture, debout dans un bureau au mur de verre, légendé « Je cartonne » ou « La vie d'entrepreneur ». Des amis encensaient ses publications, le qualifiant de pionnier. Mais j'entendais la vérité par des contacts mutuels. Son entreprise d'application de fitness était endettée. Il avait contracté d'énormes prêts, n'avait pas payé ses fournisseurs et se débattait pour maintenir les apparences. Cette voiture brillante, financée jusqu'au cou. Le bureau, une façade louée qu'il pouvait à peine se permettre. Je voyais à travers la supercherie, mais mes parents non. Il continuait à se vanter de son succès, aveugle aux fissures de son empire. Je gardais la tête basse, codant, épargnant et suivant leurs demandes. Mon application enregistrait chaque euro que j'envoyais, les dates, les montants, les raisons, car je savais que leur loyauté était envers mon frère, pas envers moi. Chaque transfert semblait être une trahison que je finançais, mais je n'étais pas encore prête à les affronter. Je construisais quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et je ne les laisserais pas me l'enlever. Un dîner de famille a tout changé. L'air était lourd de tension le soir où nous nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire de maman. Nous étions assis dans un coin faiblement éclairé d'un restaurant local de Toulouse, un endroit familial avec des nappes à carreaux et le brouhaha des conversations autour de nous.
La table était encombrée d'assiettes de pâtes et de pain à l'ail à moitié mangées, mais l'ambiance n'était pas festive. Mes parents étaient plus silencieux que d'habitude, leur sourire forcé. Mon frère, comme toujours, dominait la conversation, se vantant de sa dernière présentation aux investisseurs tout en faisant tournoyer un verre de vin. J'étais assise en face de lui, picorant ma nourriture, essayant d'ignorer le nœud familier dans mon estomac. Les dîners de famille ressemblaient toujours à une performance, et j'étais fatiguée de jouer mon rôle. À mi-chemin du repas, il a tourné son attention vers moi. Son sourire narquois était acéré, comme s'il attendait ce moment. Alors, dit-il assez fort pour que les tables voisines jettent un coup d'œil, toujours à ce poste sans avenir dans la tech? Inutile. Tu ne peux même pas t'offrir un morceau de pain. Les mots ont frappé comme une gifle. La table est devenue silencieuse. Maman regardait son assiette, poussant une boulette de viande avec sa fourchette. Papa a toussé et a tendu la main vers son verre d'eau, évitant mes yeux. Personne n'a parlé. Personne ne m'a défendu. La piqûre ne venait pas seulement de ces mots. C'était leur silence, leur complicité. J'ai senti mon visage brûler, un mélange de honte et de fureur, mais j'ai forcé un sourire contraint. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une réaction. Je me suis levée, je me suis excusée et je suis sortie sur le parking, mes mains tremblant alors que je serrais mes clés de voiture. Dehors, l'air frais de la ville a frappé mon visage, mais cela n'a pas calmé la rage qui montait en moi. J'ai fait les 100 pas près de ma vieille berline, rejouant ces mots, leur rire résonnant dans ma tête. J'en avais marre d'être leur punching ball. Alors que je m'appuyais contre la voiture, essayant de calmer ma respiration, mon grand-père s'est approché. Papy, toujours silencieux lors de ces rassemblements, avait une lourdeur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Il a regardé autour de lui, s'assurant que nous étions seuls, puis a parlé à voix basse. « Chloé, il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-il dit. Mon estomac s'est serré. Il a expliqué que maman et papa avaient contracté un prêt de 50 000 € en utilisant mon nom, mon crédit, sans ma permission. Ils l'avaient fait pour sauver l'entreprise défaillante de mon frère, pensant que je ne le découvrirais jamais. Papy les avait entendus en discuter, et il ne pouvait plus se taire. Je suis restée figée, mon esprit s'emballant. 50 000 €, mon nom, mon avenir mêlé à leurs mensonges pour soutenir quelqu'un qui se moquait de moi devant tout le monde. J'avais envie de crier, de retourner à l'intérieur et de les confronter, mais je ne pouvais pas. Pas encore. La main de papy s'est posée sur mon épaule, sa voix ferme. Tu es plus forte qu'il ne le pense, dit-il. Fais ce que tu as à faire. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée, ma détermination s'endurcissant. Ils avaient franchi une ligne, et je n'allais pas laisser passer ça. J'ai conduit chez moi cette nuit-là, ma colère se transformant en un plan. Au matin, j'étais déterminée à découvrir la vérité. Je me suis connectée à mon compte bancaire, les mains tremblantes en parcourant les relevés. C'était là, un prêt ouvert il y a 2 ans, lié à mon nom avec des paiements mensuels que je n'avais jamais autorisés. Le solde était stupéfiant et les intérêts grimpaient rapidement. Mon cœur battait la chamade en réalisant la profondeur de leur tromperie. Ils avaient joué mon avenir pour soutenir l'entreprise défaillante de mon frère, et j'avais été ignorante. J'ai creusé davantage, récupérant toutes les preuves que je pouvais trouver. J'ai vérifié mes emails, cherchant toute correspondance bancaire. Enfouis dans mon dossier de courrier indésirable se trouvaient des notifications, des emails de confirmation pour les demandes de prêt, des rappels de paiement, tous adressés à moi mais envoyés à un compte que j'utilisais rarement. Je les ai imprimés, mes mains tremblant de colère en lisant les petits caractères. J'ai recoupé avec mon application de budget, celle que j'avais construite pour suivre l'argent que je donnais à ma famille. Les chiffres ne mentaient pas, à côté des milliers que j'avais volontairement envoyés pour leurs factures, ils avaient siphonné plus d'argent grâce à ce prêt. J'ai trouvé une trace écrite de relevés bancaires et de reçus de transfert dans un compte familial partagé que je n'avais pas vérifié depuis des années. Chaque document était comme un coup de poignard, la preuve jusqu'où ils étaient allés pour m'exploiter. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait donner un sens à ce désordre. J'ai contacté une avocate à Toulouse, une femme nommée Carla Dubois, spécialisée dans la fraude financière.
Son bureau était petit, niché au-dessus d'un café, mais sa réputation était solide. J'ai apporté ma pile de preuves, emails imprimés, relevés bancaires, captures d'écran des journaux de transactions de mon application. Elle a écouté pendant que j'expliquais le prêt, ma voix se brisant alors que je décrivais la confession de papy. Les yeux de Carla se sont plissés lorsque j'ai mentionné le chiffre de 50 000 €. C'est un vol d'identité, a-t-elle dit clairement. Vos parents et votre frère ont utilisé votre crédit sans votre consentement. Nous pouvons monter un dossier. Elle a exposé le processus, déposé une plainte à la police, recueillir plus de preuves et les poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Ce ne serait pas rapide, mais c'était possible. J'ai quitté son bureau avec un plan et une étincelle d'espoir. Denise Bertrand, ma meilleure amie depuis l'université, est devenue mon ancre à travers tout cela. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot le lendemain, l'odeur des frites grasses emplissant l'air alors que je lui racontais tout. Denise, toujours calme sous la pression, a écouté sans m'interrompre. Elle avait ses propres problèmes familiaux, ses parents l'avaient culpabilisée pour qu'elle paie leurs dettes des années auparavant. Tu ne peux pas les laisser te manipuler, a-t-elle dit, sa voix ferme. Ils comptent sur ton silence. Elle m'a aidé à garder les pieds sur terre, me rappelant de manger, de respirer, de me concentrer sur la prochaine étape au lieu de me noyer dans la colère. Nous avons passé des heures chez moi à trier des documents, étiquetant chaque preuve pour Carla. La force tranquille de Denise m'a empêché de m'effondrer. Je n'ai pas arrêté de travailler. Mon emploi à la start-up technologique exigeait de la concentration, et je me suis jetée dans le codage pour garder l'esprit clair. Je passais mes matinées à écrire des scripts, mes après-midi en réunion et mes soirées à préparer mon dossier. J'ai demandé des rapports de crédit, contacté la banque pour geler le compte de prêt et documenter chaque interaction. Plus j'en découvrais, plus cela devenait clair. Mes parents avaient signé mon nom sur la demande de prêt, et mon frère avait utilisé les fonds pour payer les dettes de son entreprise. Ils avaient prévu de me laisser dans l'ignorance, supposant que je ne vérifierais jamais. Une semaine après le dîner, j'ai remarqué un changement. Maman a appelé 2 fois, sa voix inhabituellement douce, me demandant comment j'allais. Papa a envoyé un SMS, quelque chose pour prendre des nouvelles. Mon frère a laissé un message vocal, son ton nerveux, me demandant de le rencontrer. Il pêchait, sentant que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à les affronter, pas avant que mon dossier ne soit béton. Carla m'a averti qu'ils pourraient essayer de me culpabiliser pour que j'abandonne, mais j'en avais fini d'être leur paillasson. J'ai gardé mes preuves enfermées dans un coffre-fort, ma détermination grandissant avec chaque nouveau document que je trouvais. Les tentatives de ma famille pour me faire changer d'avis ont commencé subtilement, mais sont devenues incessantes. Cela a commencé par un appel téléphonique de papa, sa voix lourde d'accusation. J'étais à mon bureau, en train de réviser du code, quand mon téléphone a vibré. « Chloé, tu déchires cette famille, a-t-il dit, son ton sec. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es égoïste. Laisse tomber cette histoire de procès. » J'ai serré le téléphone, mes jointures blanches, mais je suis restée silencieuse. Ces mots faisaient écho aux culpabilisations que j'avais entendues en grandissant, toujours à propos de ce que je leur devais. J'ai mis fin à l'appel sans un mot, le cœur battant la chamade. Je n'étais plus une enfant et je ne me laisserais plus prendre au piège. Quelques jours plus tard, maman est arrivée chez moi à l'improviste. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée là, les yeux rouges, serrant un mouchoir. Elle est entrée, sa voix tremblante alors qu'elle entamait un discours. La famille, c'est tout, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous avons fait une erreur, mais pour suivre tes propres parents. C'est cruel. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculée, la poitrine serrée de colère. J'ai percé à jour ses larmes, ce n'était pas du regret, c'était de la manipulation. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais c'était un mensonge pour la faire partir. Alors qu'elle sortait, elle s'est retournée, sa voix brisée. Tu le regretteras, Chloé. J'ai fermé la porte, ma détermination s'endurcissant. Ces sanglots ne changeaient rien au fait qu'ils avaient volé 50 000 € en mon nom. Le pire est arrivé quand mon frère s'est présenté.
C'était un soir pluvieux et je triais des documents de l'affaire avec Denise quand la sonnette a retenti. Il se tenait sur le pas de ma porte, trempé, son arrogance habituelle envolée. Pour la première fois, il avait l'air désespéré. Mon entreprise est finie, a-t-il admis, sa voix basse. La faillite est officielle. J'ai tout gâché. D'accord, je suis désolé. Il m'a supplié d'abandonner le procès, affirmant qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. Ses yeux se sont posés nerveusement, comme s'il attendait que je cède. Je me suis souvenu de chaque fois qu'il m'avait rabaissé, de chaque euro que j'avais envoyé pour soutenir ses rêves pendant qu'il se moquait de moi. J'ai secoué la tête. Tu ne peux pas arranger ça avec des mots, ai-je dit, ma voix ferme. Il a plaidé à nouveau, mais j'ai fermé la porte. Plus tard dans la nuit, je lui ai envoyé un seul SMS, plus de pain. C'était la dernière chose que je lui dirais avant la date du tribunal. Denise a été mon roc à travers tout ça. Nous nous sommes retrouvés chez elle le lendemain, assise sur son canapé avec des tasses de café et ma pile de preuves. Elle avait traversé ses propres batailles, tenant tête à sa famille quand ils avaient essayé de contrôler sa vie. Ils appuieront sur tous les boutons qu'ils connaissent, a-t-elle averti, sa voix calme mais ferme. Ne les laisse pas t'atteindre. Elle m'a aidé à répéter ce que je dirais au tribunal, passant en revue les questions que Carla, mon avocate, pourrait poser. La confiance de Denise m'a stabilisé quand je doutais de moi-même. Elle m'a rappelé pourquoi je faisais cela, non seulement pour l'argent, mais pour reprendre le contrôle de ma vie. Nous sommes restés éveillés tard à revoir les journaux de transactions de mon application et les relevés bancaires, nous assurant que chaque détail était parfait. Son soutien m'a gardé concentré même lorsque les mots de ma famille résonnaient dans mon esprit. Leur pression ne s'est pas arrêtée. Papa a laissé des messages vocaux, chacun plus en colère, m'accusant de trahir leur confiance. Maman a envoyé de longs SMS mêlant excuses et supplications de garder cela privé. Mon frère a essayé d'appeler, mais j'ai laissé sonner. Ces messages sont devenus frénétiques, mentionnant les créanciers qui le poursuivaient et me blâmant d'aggraver les choses. Je n'ai pas répondu. Leur désespoir ne faisait que confirmer ce que je soupçonnais, ils savaient qu'ils étaient pris. Mon application avait suivi chaque centime que je leur avais donné, des milliers au fil des ans, et maintenant j'avais la preuve du prêt qu'ils avaient contracté en mon nom. Carla a dit que l'affaire était solide, mais elle m'a mise en garde contre le coup émotionnel. Ils essaieront de te culpabiliser jusqu'à la fin, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, prête. J'ai continué à travailler, codant pendant de longues journées à la start-up pour garder les pieds sur terre. Mes collègues ont remarqué que j'étais plus silencieuse, mais je n'ai pas partagé les détails. Le soir, je rencontrais Carla ou Denise, peaufinant l'affaire. Chaque appel de ma famille était comme un test, mais je tenais bon. Ils avaient passé des années à prendre de moi, à ignorer mes rêves, et maintenant ils voulaient de la pitié. Je ne la leur donnais pas. Le jour de l'audience est arrivé et j'étais prête. Le tribunal de Toulouse était plus froid que prévu, l'air lourd du poids de ce qui allait se dérouler. Je me tenais à la table des plaignants, mon avocate, Carla Dubois, à mes côtés alors que la juge appelait l'affaire. Ma famille était assise de l'autre côté de la salle, papa la mâchoire serrée, maman fixant le sol et mon frère affalé, évitant mon regard. La galerie était presque vide, juste quelques employés du tribunal et Denise, qui m'a fait un signe de tête rassurant depuis le fond. J'ai pris une profonde inspiration, serrant le dossier de preuves qui avait pris des semaines à compiler. C'était ça, le moment où j'allais reprendre ma vie. Carla a présenté notre dossier avec précision. Elle a exposé les confirmations par email de la banque montrant la demande de prêt en mon nom. Elle a affiché des relevés bancaires avec des paiements non autorisés liés à l'entreprise de mon frère. Les journaux de transaction de mon application, projetés sur un écran, détaillaient chaque centime que j'avais donné à ma famille, des milliers pour leurs factures, dont aucune je n'avais douté jusqu'à présent. J'ai témoigné, ma voix ferme, malgré le nœud dans ma poitrine, expliquant comment j'avais découvert le prêt de 50 000 € grâce à l'avertissement de papy. La juge a écouté, son visage illisible alors que je décrivais des années à soutenir ma famille pour apprendre qu'ils m'avaient trahi. L'avocat de mes parents a fait valoir qu'ils avaient agi par désespoir, mais Carla a rétorqué avec des preuves de leur tromperie délibérée.
La pièce semblait suffocante, mais je gardais les yeux fixés sur la juge, pas sur ma famille. Le verdict est tombé plus vite que prévu. La juge a statué en ma faveur, déclarant le prêt frauduleux. Ma famille a été condamnée à payer 15 000 € de dommages et intérêts, une fraction du prêt, mais suffisante pour les tenir responsables. Le tribunal a également exigé qu'ils assument l'entière responsabilité de la dette restante, retirant mon nom du prêt. L'entreprise de mon frère, déjà en faillite, a été officiellement dissoute. Ses actifs ont été saisis pour couvrir les créanciers. Papa et maman font face à leurs propres dettes, des paiements hypothécaires qu'ils ne pouvaient pas honorer, des factures de cartes de crédit qui s'accumulaient. Le marteau de la juge a résonné dans mes oreilles, un son de justice mais aussi de finalité. J'avais gagné, mais la victoire semblait creuse alors que je jetais un coup d'œil au visage défait de ma famille. Je ne leur ai pas parlé après l'audience. Maman a essayé de m'approcher, les yeux humides, mais je me suis détournée. Mon frère a crié mon nom, sa voix suppliante, mais j'ai continué à marcher. Papa est resté là, silencieux, les épaules affaissées. J'ai quitté le tribunal avec Carla et Denise, le poids de leur trahison pesant toujours sur moi. Cette nuit-là, j'ai bloqué leur numéro. Plus d'appels, plus de SMS, plus de culpabilisation. J'en avais fini de porter leur fardeau. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville de Toulouse. Il était petit mais lumineux, avec une vue sur les toits de la ville à travers une seule fenêtre. J'ai déballé mes quelques affaires, vêtements, livres, mon ordinateur portable, ressentant un étrange mélange de liberté et de solitude. J'avais passé des années à construire une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et maintenant, elle était à moi seule. Denise m'a aidé à m'installer, apportant des plats à emporter et une bouteille de vin pour célébrer. « Tu l'as fait », a-t-elle dit, levant son verre. J'ai souri, mais la douleur dans ma poitrine persistait. J'avais combattu pour la justice, mais j'avais perdu la famille que j'avais cru pouvoir sauver. J'ai appris par une amie commune que mes parents avaient du mal à garder leur maison. Les avis de saisie avaient commencé à arriver, leurs économies étant épuisées par les frais juridiques et les dettes. Mon frère était retourné vivre chez eux, ses rêves de devenir un magnate de la technologie envolés. Une partie de moi voulait les plaindre, mais le souvenir de leurs mensonges, du prêt, des moqueries, des années de prélèvement, me gardait les pieds sur terre. Je leur avais assez donné. Maintenant, je construisais un avenir pour moi-même, un avenir où leur voix ne pouvait pas m'atteindre. La poussière est retombée après le procès, mais les conséquences pour ma famille ne faisaient que commencer. J'ai appris par un ancien voisin que les Lefebvre avaient perdu leur maison. La banque a saisi la maison lorsque papa et maman n'ont pas pu suivre les paiements hypothécaires, leurs économies étant anéanties par les frais juridiques et le jugement de 15 000 € qu'ils me devaient. Ils avaient déménagé dans une petite location à la périphérie de Toulouse, loin de la maison à laquelle ils s'étaient accrochés. Mon frère, Julien, n'était plus l'entrepreneur autoproclamé. Son entreprise disparut, il travaillait maintenant comme commis de vente dans un magasin d'électronique local, encaissant les clients et rangeant les étagères. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant cela, juste une reconnaissance tranquille que leur choix les avait rattrapés. Pendant ce temps, ma vie prenait un chemin différent. Mon travail acharné à la start-up technologique a porté ses fruits avec une promotion au poste de programmeuse principale. L'augmentation a porté mon salaire à 80 000 € par an, assez pour m'offrir un nouvel appartement élégant au cœur de Toulouse. Il avait des parquets en bois, une cuisine moderne et un balcon donnant sur les lumières de la ville. Je l'ai décoré avec parcimonie, quelques plantes, un tapis douillet, un bureau pour mes projets de codage. Chaque recoin de cet espace était le mien, gagné par des années de détermination et de sacrifice. Pourtant, tard dans la nuit, en regardant la ligne d'horizon de la ville, je ressentais une pointe de solitude. J'avais construit une vie libre de leur contrôle, mais cela avait coûté les liens familiaux que j'avais jadis espéré réparer. J'ai renoué avec Sophie et Thomas, d'anciens amis de l'université qui étaient restés en contact malgré le chaos. Autour d'un café dans un café du centre-ville, Thomas a posé la question qui me trottait dans la tête. « Est-ce que ça en valait la peine, Chloé ?» a-t-il dit, remuant son latte. Les couper comme ça. Son ton n'était pas moralisateur, juste curieux. J'ai marqué une pause, traçant le bord de ma tasse.
Le procès m'avait rendu justice, mais le vide était réel. Sophie a ajouté, sa voix douce, tu es plus forte que quiconque que je connaisse, mais tu sembles seule. Elle n'avait pas tort. J'avais gagné ma liberté, mais le silence dans mon appartement était plus bruyant que je ne l'attendais. Leurs mots sont restés avec moi, me forçant à réfléchir à ce que j'avais gagné et perdu. Avec le recul, j'ai réalisé les leçons que cette épreuve m'avait apprises. La trahison de ma famille, utilisant mon nom pour un prêt de 50 000 €, m'a montré l'importance de fixer des limites tôt. J'avais passé des années à leur donner de l'argent, croyant que c'était mon devoir, pour apprendre qu'ils me considéraient comme une ressource, pas une fille. Si j'avais tracé une ligne plus tôt, j'aurais peut-être évité la douleur. Le procès, bien qu'éprouvant, était ma façon de me protéger. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de récupérer mon droit à un avenir qu'ils avaient essayé de me voler. L'action en justice, j'ai appris, est parfois le seul moyen de tenir les gens responsables, même ceux que vous aimez. Mon application, suivant chaque euro que je leur donnais, est devenue mon bouclier, la preuve que leur mantra « la famille d'abord » était un mensonge. Je ne regrette pas mes choix, mais j'en porte le poids. À tous ceux qui sont confrontés à quelque chose de similaire, une famille qui prend plus qu'elle ne donne, qui vous culpabilise pour sacrifier vos rêves, fixez vos limites maintenant. N'attendez pas qu'ils aient tout pris. Vérifiez votre crédit, protégez vos finances et n'ayez pas peur d'utiliser la loi si vous le devez. Vous méritez de vivre une vie qui est la vôtre. Si vous avez vécu cela, partagez votre histoire. Parlez-en dans les commentaires ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Votre voix compte et elle pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de se lever.